La manière la plus immorale et efficace d'attirer les filles. Ces mots dérangent. Ces mots intriguent. Ces mots frappent directement là où notre curiosité se mêle à nos tabous. Mais que signifie vraiment immoral? Est-ce l'art de manipuler? Est-ce de séduire en exploitant les failles humaines? Ou est-ce simplement l'audace de marcher hors des sentiers battus, en défiant les règles imposées par la société? Celui qui veut séduire doit d'abord séduire les esprits. Proverbe persan. Alors, es-tu prêt à plonger dans ce que peu ose dévoiler? 1. La perspective philosophique. Depuis l'aube de la pensée humaine, les sages, les philosophes et les mystiques ont tenté de percer le mystère de l'attraction. Non pas l'attraction des corps seulement, mais celle des âmes, celle des esprits, celle qui transcende l'apparence visible et touche quelque chose d'indicible au plus profond de l'être. Platon, dans son banquet, nous rappelait que ce que nous appelons amour est la reconnaissance de l'âme. Mais que signifie cette reconnaissance? Est-ce la mémoire d'un lien oublié, un écho venu d'une autre vie, ou simplement la vibration d'une énergie qui résonne en nous? Peut-être est-ce cela, le premier secret de l'attraction, une rencontre intérieure avant d'être extérieure. Pourtant, derrière cette noblesse se dissimule une vérité plus obscure. L'humain ne se tourne pas seulement vers ce qui lui ressemble, mais vers ce qui l'inquiète. Nous sommes attirés par le trouble, par l'inconnu, par ce qui nous met en déséquilibre. Une beauté parfaite rassure, mais une présence mystérieuse captive. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est conçu pour chercher ce qui lui échappe. L'homme est un être de désir, disait Aristote. Et le désir n'est jamais apaisé par ce qui est totalement accessible. Il s'enflamme dans la distance, dans le manque, dans l'interdit. C'est ici que naît la question de l'immoralité. Est-il immoral d'incarner ce mystère, d'accentuer volontairement ce voile qui trouble l'autre? Ou est-ce simplement l'art d'accepter la nature humaine telle qu'elle est, avec ses failles, ses penchants et ses contradictions? Les stoïciens, eux, auraient répondu que la véritable puissance ne réside pas dans l'apparence, mais dans la maîtrise de soi. Épictète nous avertissait, n'attache pas ton admiration à ce qui dépend des autres, mais à ce qui dépend de toi. Autrement dit, celui qui attire réellement n'est pas celui qui cherche à séduire, mais celui qui incarne une force intérieure, une stabilité que rien ne semble ébranler. Et paradoxalement, c'est cette stabilité qui fascine, car elle reflète ce que beaucoup cherchent sans jamais l'atteindre. Mais à côté de ce calme stoïcien, il y a une autre vérité, plus sombre encore, l'attirance pour le danger. Nietzsche disait que l'homme préfère encore vouloir le néant que de ne rien vouloir. C'est-à-dire que nous préférons nous perdre dans des passions destructrices plutôt que de rester dans l'ennui tiède de la sécurité. L'attraction fonctionne de la même manière. Ce qui est trop simple lasse, ce qui est trop stable rassure mais ne consume pas. C'est l'instabilité qui attire, l'ombre qui fascine, l'ambiguïté qui réveille les sens. Alors, est-ce immoral de cultiver cette ambiguïté? De jouer avec les limites, de laisser planer le doute, de créer ce trouble qui enflamme le désir? Ou n'est-ce pas là une simple mise en lumière des forces déjà présentes dans l'âme humaine? Imagine un instant un philosophe ancien observant notre époque moderne. Il verrait des hommes et des femmes prisonniers d'images, de miroirs déformés, obsédés par la surface des choses. Il verrait une société où l'on croit que séduire se réduit à plaire par des artifices, alors que la véritable attraction, celle qui bouleverse, naît d'une profondeur invisible. Il rirait peut-être de nos illusions, comme Socrate riait des sophistes. Et il nous dirait, tu veux attirer? Alors ne cherche pas à paraître, mais à être. Ne cherche pas à montrer, mais à incarner. Mais être quoi? Incarner quoi? C'est ici que la méditation devient vertigineuse. Car incarner le mystère, ce n'est pas jouer un rôle. C'est être capable de se tenir dans sa propre obscurité, d'accepter en soi-même la part d'ombre et de lumière. C'est cette acceptation intérieure qui crée une présence magnétique. On dit souvent que l'amour est lumière. Mais n'est-ce pas dans l'ombre qu'il se révèle avec le plus d'intensité? Un feu n'est visible que lorsqu'il brille dans la nuit. De même, l'attirance n'existe que dans le contraste, dans la tension entre ce qui est offert et ce qui est dissimulé. Ce qui est caché attire plus que ce qui est montré. Proverbe ancien. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si c'est immoral d'incarner ce mystère. La vraie question est de savoir, que fais-tu du pouvoir qu'il t'accorde? Est-il utilisé pour éveiller, pour inspirer, pour élever ou simplement pour posséder et manipuler? La philosophie nous enseigne que le bien et le mal ne sont jamais des absolus. Ils sont des interprétations, des constructions sociales, des conventions qui varient avec le temps et les cultures. Ce qui est immoral ici peut être sacré ailleurs. Et ce qui paraît noble en surface peut cacher une intention corrompue. Ainsi, l'attraction elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une force brute, une énergie neutre, semblable au feu, capable de réchauffer ou de brûler, d'illuminer ou de consumer. Et peut-être que la véritable sagesse est là, non pas juger cette force,
mais apprendre à l'habiter pleinement, sans se perdre en elle. 2. L'angle psychologique. La vérité est souvent plus simple que ce que nous voulons croire. L'attraction n'est pas une question de beauté, de statut ou de richesse. Elle est une question de cerveau, de chimie, de réponse émotionnelle. Le cerveau humain est une machine d'une efficacité redoutable, programmée pour répondre aux stimuli les plus puissants, les plus imprévisibles, les plus intenses. Et si tu comprends ces mécanismes, tu comprends comment capter l'attention, comment créer de l'attention, comment éveiller le désir. Regarde autour de toi. Chaque publicité, chaque campagne politique, chaque sermon religieux exploite ces mêmes leviers. Pourquoi? Parce que ce qui influence l'esprit humain n'est pas la raison, mais l'émotion. Le cerveau ne se soucie pas de ce qui est juste, logique ou moral. Il se soucie de ce qui bouleverse, de ce qui provoque une réponse immédiate et irrésistible. Prenons l'indifférence calculée. Quand quelqu'un se montre trop disponible, trop prévisible, notre cerveau se désintéresse. La rareté, au contraire, active des circuits neurologiques liés à la valeur, au désir et à l'attention. C'est la raison pour laquelle les choses rares ou inaccessibles semblent plus précieuses. Et ce n'est pas un hasard. Des études en psychologie comportementale montrent que l'homme et la femme accordent plus de valeur à ce qui est limité, non pas par vanité, mais par un instinct profondément ancré dans notre évolution. Ensuite, l'imprévisibilité. Le cerveau adore la surprise. La dopamine, l'hormone du plaisir et de l'anticipation, est libérée lorsqu'un événement inattendu se produit. L'imprévisible attire l'attention, crée de l'attention, rend l'expérience mémorable. Si tu veux capter quelqu'un, joue sur ce principe. Pas de routines ennuyeuses, pas de comportement transparent. Le mystère, même minime, crée un champ magnétique invisible qui attire l'esprit. Et puis il y a la provocation émotionnelle. Le rire, la peur, l'admiration, la jalousie, la colère, toutes ces émotions fortes sont des catalyseurs d'attention. Lorsque tu touches l'âme de quelqu'un par l'émotion, tu contournes la logique et tu imprimes un souvenir profond. C'est exactement ce que font les grandes campagnes de marketing. Elles créent des histoires, des conflits, des contrastes, et elles déclenchent des émotions qui s'ancrent dans la mémoire. Maintenant, réfléchis un instant. Si toi-même tu es influencé chaque jour par ces mécanismes, par les publicités qui te font désirer, par les discours qui te font réagir, par les images qui sculptent tes émotions, pourquoi te priverais-tu d'en comprendre les règles? Connaître ces leviers, c'est comprendre la cartographie émotionnelle de l'esprit humain. C'est voir derrière le rideau et reconnaître les fils qui tirent nos réactions. Mais attention. Comprendre ne signifie pas manipuler aveuglément. Il y a une différence subtile entre exploiter la psychologie pour éveiller l'attention et tomber dans la manipulation totale, qui détruit la confiance et l'authenticité. La puissance de ces mécanismes réside dans leur subtilité. Une touche d'indifférence ici, un signe d'intérêt là, un mystère suggéré sans jamais être entièrement révélé. Les psychologues sociaux parlent de l'effet de contraste. Un comportement ou une émotion perçue comme rare ou différente attire naturellement l'attention. Un sourire inattendu, un silence volontairement prolongé, une réaction qui dévie de la norme, tout cela déclenche une réaction inconsciente chez l'autre. Nous sommes programmés pour remarquer l'inhabituel. C'est un résidu de notre instinct de survie. Dans la nature, ce qui sort de la norme peut être dangereux ou précieux. Et si tu combines ces principes avec la conscience de soi, alors tu deviens ce que certains appellent immoral, quelqu'un capable de capturer l'attention, de provoquer des émotions intenses, de susciter le désir, sans jamais devoir forcer, supplier ou manipuler ouvertement. Car l'efficacité ne réside pas dans la coercition, mais dans la maîtrise du déclenchement émotionnel. Regarde autour de toi, chaque interaction sociale est une expérience psychologique. Même une conversation anodine active des circuits neuronaux complexes. Ton ton, tes gestes, le rythme de tes réponses, même l'espace que tu occupes, tout déclenche des réactions. Et chaque réaction est un écho dans le cerveau de l'autre, excitation, curiosité, désir, attraction. Alors pose-toi cette question. Si tu peux observer, comprendre et anticiper ces réactions, pourquoi rester aveugle à leur puissance? Comprendre ces mécanismes n'est pas une trahison de l'éthique. C'est simplement savoir comment fonctionne la nature humaine. Et la nature humaine, dans son essence, est guidée par les émotions plus que par la logique. Imagine maintenant un instant, tu observes une foule. Tu vois les sourires, les hésitations, les regards qui cherchent quelque chose d'inconnu. Tout cela est prévisible, si l'on sait lire les signaux. Et lorsque tu agis en conscience, tu crées un effet, pas par manipulation brute, mais par compréhension subtile des forces qui régissent le comportement humain. C'est un art et une science. L'art de créer le moment, la tension, le mystère. La science de savoir comment le cerveau réagit, comment la dopamine se libère, comment l'attention est captée. Et dans ce mélange d'art et de science, tu découvres quelque chose de fascinant.
l'attraction n'est pas un hasard. Elle est le produit de mécanismes précis, et ces mécanismes, lorsqu'ils sont compris, peuvent être utilisés de manière consciente. 3. L'ombre et la lumière. Séduire un mot simple, et pourtant si complexe. Comme une flamme fragile qui vacille dans l'obscurité, elle attire inévitablement les papillons, les regards, les désirs. Mais chaque flamme possède son double, la chaleur qui réconforte, et la brûlure qui détruit. Ainsi, la séduction immorale, celle qui joue avec les tensions et les désirs cachés, fascine et séduit mais elle consume également celui qui s'y abandonne sans conscience. Nietzsche nous avertit, qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas en devenir un lui-même. Ces mots résonnent dans le silence intérieur comme un écho profond. Car la séduction, lorsqu'elle est pratiquée sans conscience, sans introspection, n'est jamais neutre. Elle transforme, modifie, corrompt parfois les instincts même de celui qui la manie. Les masques que l'on porte pour séduire peuvent devenir des chaînes invisibles. Et dans la poursuite de l'attrait, l'âme s'égare. Imagine la lumière et l'ombre dans une danse perpétuelle. La lumière attire, éclaire, fait briller. L'ombre intrigue, trouble, nourrit la curiosité. Séduire est cette danse entre éclat et obscurité. Trop de lumière, et l'âme s'ennuie, trop d'ombre, et elle se perd. Le véritable art réside dans l'équilibre subtil, dans la capacité à laisser entrevoir la lumière tout en suggérant l'ombre. Les anciens mystiques parlaient de dualité. Yin et yang, lumière et ténèbres, attraction et répulsion. Ces forces ne s'annulent pas, elles se nourrissent, elles se complètent. Et dans chaque interaction humaine, cette dualité se joue silencieusement. Chaque sourire contient un mystère, chaque regard une menace, chaque geste une promesse. L'attraction ne se construit pas uniquement sur ce que l'on montre, mais sur ce que l'on cache, sur ce qui reste invisible à l'œil nu mais profondément ressenti par l'âme. Le danger est palpable. Car séduire sans conscience, c'est glisser sur le fil invisible qui sépare l'inspiration de la manipulation, la fascination de la dépendance. Chaque émotion que l'on provoque devient un miroir de nos propres désirs, de nos propres ombres. Et dans ce miroir, il n'y a aucune échappatoire. Si l'on n'y prend pas garde, on s'y perd, on devient ce que l'on voulait simplement attirer. À quoi es-tu prêt à renoncer pour exercer ce pouvoir? Tes principes? Ton authenticité? Ta liberté intérieure? Chaque geste, chaque mot, chaque silence que tu choisis pour captiver quelqu'un a un prix. La séduction n'est pas un acte neutre, elle est une énergie vivante qui circule, qui transforme celui qui l'émet autant que celui qui la reçoit. Regarde la nature. Le papillon est attiré par la lumière, il danse autour de la flamme. Mais si la flamme est trop intense, il se brûle. Ainsi va la séduction. Fasciner sans conscience, c'est créer des incendies invisibles, des blessures silencieuses, des passions incontrôlables. Et chaque feu allumé laisse des cendres derrière lui, non seulement autour, mais dans toi. Mais il existe une autre voie. Une voie où l'ombre et la lumière ne sont plus ennemis, mais partenaires. Où le mystère attire sans trahir, où la profondeur captive sans corrompre, où la conscience guide l'intention. Dans cette danse, le séducteur devient un alchimiste de l'âme, transformant l'énergie brute de l'attraction en quelque chose de durable, de fascinant et de vivant. Pense aux anciens conteurs, aux poètes, aux mystiques. Ils savaient que le véritable pouvoir réside dans ce que l'on laisse non dit, ce que l'on suggère, ce que l'on laisse deviner. L'invisible attire plus que le visible. Le non-dit provoque plus que le manifeste. Et dans cette invisible architecture de l'âme humaine, l'ombre et la lumière s'entrelacent pour créer une tension irrépressible, une fascination que rien de superficiel ne peut atteindre. Et toi, spectateur, que vois-tu dans cette tension? La fascination de l'ombre, ou la sécurité de la lumière? Le désir de contrôler, ou la curiosité de comprendre? Le vertige de l'inconnu, ou la certitude de ce que tu connais déjà? La séduction est une exploration. Elle est un voyage dans les territoires intérieurs de soi et de l'autre. Chaque interaction devient une expérience, chaque regard un portail, chaque silence un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, celui qui marche sans conscience se perd, mais celui qui avance avec sagesse découvre la beauté cachée dans les contrastes, dans la tension entre ce qui attire et ce qui effraie, entre ce qui fascine et ce qui brûle. La lumière et l'ombre ne sont pas des ennemis, elles sont des révélatrices. L'une montre ce que l'on désire, l'autre ce que l'on craint. Et entre elles se trouve la zone où l'âme humaine est la plus vivante, la plus vulnérable et la plus captivée. C'est dans cette zone que la séduction agit, que l'attraction s'éveille, que le jeu devient à la fois dangereux et enivrant. Et ce danger est nécessaire. Sans risque, sans ombre, sans tension, il n'y a pas d'attention, pas de désir, pas d'éveil. Séduire, dans sa forme la plus puissante, est un acte de création, mais aussi de responsabilité. Car chaque flamme allumée reflète quelque chose en toi et en l'autre, quelque chose de profond et d'inévitable.
4. L'éveil intérieur. L'immoralité peut être une arme. Elle peut séduire, captiver, fasciner. Mais ce pouvoir brut n'est jamais durable s'il n'est pas tempéré par l'équilibre intérieur. Car l'efficacité véritable ne naît pas de la manipulation, du contrôle ou du jeu d'ombre et de lumière uniquement. Elle naît de l'harmonie entre ce que tu es profondément et ce que tu montres au monde. C'est dans cette cohérence que réside le magnétisme le plus puissant, celui qui attire sans effort, qui fascine sans triche, qui inspire sans intention. Imagine un homme ou une femme qui ne cherche pas à séduire. Qui ne mesure pas chaque geste, ne calcule pas chaque mot, ne masque pas ses intentions derrière des artifices. Et pourtant, tout le monde est irrésistiblement attiré par cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est alignée avec elle-même. Son regard, son attitude, son énergie, tout reflète sa vérité intérieure. Et dans cette vérité réside une force que la manipulation ne peut jamais imiter. Quand tu n'as plus besoin d'attirer, tu deviens l'attraction. Cette phrase semble simple, mais elle est profondément transformatrice. Elle signifie que le désir que tu inspires ne dépend pas de technique, de rituel ou de stratagème. Il dépend de ton être, de ton essence. C'est un état d'esprit, un rayonnement naturel qui ne peut être fabriqué. Et c'est exactement cette liberté intérieure qui transforme l'attraction en quelque chose de durable, de noble et de profond. Quand tu n'as plus besoin de plaire, tu inspires. Plutôt que de chercher l'approbation des autres, tu deviens une source d'inspiration. Tes choix, tes actions, ton courage, ton authenticité éveillent un écho dans ceux qui t'observent. L'inspiration ne se commande pas, elle se manifeste naturellement lorsque l'on vit en accord avec ses valeurs et ses passions. Et quand tu n'as plus peur de perdre, tu gagnes une liberté que peu connaissent. La peur est l'ombre qui bloque l'élan. Elle pousse à la manipulation, à l'artifice, à la performance. Mais libéré de la peur, tu choisis tes actions non par besoin ou désir de contrôle, mais par intention et conscience. C'est ce qui différencie la séduction immorale brute, qui fascine et détruit, de l'attraction consciente, qui élève et transforme. Socrate disait, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Cette phrase n'est pas seulement une injonction à la connaissance de soi, c'est un guide vers le magnétisme véritable. Parce que l'âme alignée avec elle-même devient un point d'ancrage pour les autres. Et dans cet alignement, l'ombre et la lumière que nous avons explorées précédemment trouvent leur juste place. La conscience de soi transforme la puissance brute en force harmonieuse. Regarde le monde autour de toi. Combien de gens utilisent des techniques pour séduire, pour impressionner, pour manipuler? Combien de fois avons-nous été attirés par ce qui brille à la surface mais qui laisse un vide à l'intérieur? Et maintenant, pose-toi la question. Que se passerait-il si, au lieu de chercher à attirer, tu cherchais à te transformer intérieurement? Si, au lieu de jouer sur les leviers psychologiques, tu développais ton essence? Si, au lieu d'illusionner, tu incarnas la vérité de ton être? La transformation intérieure est un voyage solitaire, exigeant et profond. Elle demande de regarder en face ses propres ombres, ses peurs, ses désirs non exprimés. Elle demande de comprendre les mécanismes qui nous gouvernent, non pour manipuler, mais pour maîtriser notre propre énergie. C'est un processus de courage et d'honnêteté, mais le résultat est une liberté que personne ne peut retirer. Imagine que chaque interaction, chaque regard, chaque connexion que tu établis avec le monde soit nourrie par cette conscience. Alors, l'attraction ne devient plus un jeu d'ombre et de lumière, mais une manifestation naturelle de ta présence. Tu n'as plus besoin de séduire, tu attires naturellement, simplement parce que tu es entier et aligné. Et cette entière présence ne se limite pas aux relations sentimentales. Elle s'étend à tous les aspects de la vie, dans ton travail, dans tes passions, dans tes amitiés, dans ton art. Ce magnétisme intérieur, cette cohérence entre ton être et ton agir, transforme tout ce que tu touches en quelque chose de vivant, puissant et inspirant. Alors, la vraie question devient, que choisis-tu? La voie de l'efficacité froide, de la manipulation calculée et de la séduction immorale? Ou la voie de la transformation intérieure, de la conscience et de l'alignement, qui élève autant l'autre que toi-même? Chaque choix a un prix. Mais celui qui choisit l'alignement découvre quelque chose que la séduction superficielle ne peut jamais offrir. La liberté totale, l'influence authentique et la capacité de créer des liens qui résonnent profondément. Dans cet éveil, tu comprends que l'immoralité, si elle est bien comprise, est un outil neutre. Et que l'efficacité véritable n'est pas dans la manipulation, mais dans la maîtrise de soi et de son énergie, dans la clarté de l'intention et la cohérence du comportement. C'est là que le magnétisme devient naturel, que l'attraction devient authentique, et que l'âme humaine trouve son reflet le plus profond.